Bienvenue sur le podcast de Monsieur M, le geek du spectacle vivant. L'émission qui parle de spectacle sans parler de création, mais de ce qu'il y a autour. Comment ça marche le statut d'intermittent ? Qu'est-ce qu'une étude mandataire ? Pôle emploi spectacle n'est-il qu'une caisse enregistreuse de cachet ou un organisme qui fait la chasse aux intermittents du spectacle ? Les conseillers intermittents du spectacle de Pôle emploi sont-ils des bras cassés que l'on a placés là par hasard ? Pour répondre à ces questions, j'ai choisi d'interviewer Barry Mamadou Dia. Barry est un de ces conseillers que l'on appelle au 3949 lorsque l'on cherche à joindre un conseiller spécifique intermittent du spectacle. Dans cette interview, nous allons répondre à ces questions. Nous allons comprendre qu'est-ce qui tient vraiment à cœur ces conseillers de Pôle emploi. Pourquoi est-ce qu'ils font ce métier parfois ingrat ? Mais surtout, nous allons voir ce que Pôle emploi spectacle peut réellement apporter aux intermittents du spectacle. Alors, bonjour Barry. Bonjour. Alors, tu es conseiller des intermittents du spectacle à l'agence Scène et Images d'Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, je suis conseiller spécialisé dans l'accompagnement des intermittents du spectacle au pôle emploi régional qui s'appelle Pôle emploi Scène et Images. C'est l'ancienne agence Pôle emploi spectacle du Rhône qui est devenue depuis juin 2016 donc une agence régionale qui accompagne tous les intermittents du spectacle d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui accompagne également toutes les structures qui travaillent dans le cadre du spectacle vivant. D'accord. Et du coup, ça consiste en quoi exactement les missions qui t'incombent ? Alors, les missions d'un conseiller intermittent, ça consiste à assurer des permanences. Donc, parce que, comme tu peux imaginer, on est la seule agence spécialisée dans ce secteur d'activité dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, toutes les questions sont dirigées vers nous par les individus, donc les demandeurs d'emploi. Aussi, certaines agences Pôle emploi, quand ils ont des demandeurs d'emploi qui viennent leur poser des questions. Ça peut être dans leur renouvellement, leurs droits, les formations, les orientations professionnelles. Donc, tout ce qui consiste à leur accompagnement est assuré par le Pôle emploi Scène et Images. Donc, ce sont nous les conseillers qui les accompagnons. Il y a une permanence, on peut les recevoir les matins de 8h30 à 12h30 sans rendez-vous. Il y a une permanence, il y a un conseiller qui est dédié. Et les après-midi, donc jusqu'à 16h15, on peut les recevoir aussi sur rendez-vous. On peut aussi lire des mails qu'ils peuvent nous envoyer, parce qu'il y a un mail qui est accessible à tout le monde, où vous pourrez nous joindre. Donc, et aussi, on peut faire des échanges par téléphone. Si un intermittent pose une question à propos d'une formation, par exemple, et si ça nécessite un appel, on peut l'appeler. Et donc, pour revenir sur nos contacts, donc, on a un mail qui s'appelle intermittent.ara@pôle-emploi.fr. C'est sur cette adresse mail que tous les intermittents nous écrivent pour nous poser leurs questions. Donc, on peut répondre par mail si c'est nécessaire ou rappeler la personne par téléphone. On peut aussi proposer des visioconférences, c'est-à-dire s'il y a un échange qui nécessite à montrer un dossier ou échanger des documents ou des choses, ça peut se faire par visioconférence. De toute façon, je mettrai l'adresse email et le lien directement sur la page du site internet de l'interview. Et du coup, quand on t'appelle pourquoi ? On peut m'appeler parce qu'on a oublié par exemple une date, parce qu'on a oublié de s'actualiser, parce qu'on a une formation, parce qu'on a un entretien sur Paris, ou pour tout ce qu'un demandeur d'emploi a besoin, on peut m'écrire pour ça. Et du coup, il y a parce que il y a des gens qui sont pas encore intermittents et qui cherchent à le devenir, ils peuvent déjà te contacter pour avoir des informations d'ordre général sur comment ça se passe. Alors, en fait, si vous voulez, en fait, le Pôle emploi, c'est un service public, c'est accessible à tout le monde. Donc, il y a des critères quand même pour être accompagné ici. Soit vous êtes intermittent, donc vous êtes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le Pôle emploi auquel vous êtes rattaché. Donc ça, la question ne se pose pas. Et si vous êtes en projet, c'est-à-dire que vous n'êtes pas devenu encore intermittent, si vous habitez dans le Rhône, seulement si vous habitez dans le Rhône, on peut vous accompagner ici. Il y a des conseillers qui sont dédiés à l'accompagnement des gens qui sont en projet, qui ne sont pas encore devenus intermittents. Et les conditions, il faut avoir fait 50 jours de travail au cours des 2 dernières années, ou bien avoir un diplôme d'une école préparant à ce métier-là, donc qui date de moins de 2 ans. Donc à partir de là, vous pouvez avoir un conseiller ici qui vous accompagne. Mais si vous êtes dans les autres départements, effectivement, si vous nous écrivez, vous avez des questions, on peut répondre à vos questions parce que c'est du service public.
Je crois qu'hors enregistrement, là, tu me disais que vous étiez 8 accompagnateurs pour 11 000 intermittents en région Nous Rhône-Alpes, c'est sommes ça? 8 conseillers spécialisés dans l'accompagnement des intermittents des spectacles. Donc, nous accompagnons autour des 10 200, donc ça change entre les renouvellements et tout ça, mais intermittent, donc indemnisés au titre des annexes 8 et 10, oui. D'accord, et c'est pas trop la folie du coup lors des permanences justement sans rendez-vous? Non, ça va, Il y a pas trop de on monde, s'en ça va? sort bien, on s'en sort bien. Les intermittents, c'est aussi des demandeurs d'emploi qui sont hyper autonomes et qui connaissent souvent leur secteur. Donc les questions qu'ils posent, c'est des questions qui sont précises et qui, voilà, donc ça va vite. Il y a pas de complications à ce niveau, donc on arrive, on s'en sort, ça va. D'accord. Après, quand on n'est pas justement, quand on n'a pas encore le statut, qu'on est en train de se lancer, etc. Des fois, c'est vraiment assez compliqué d'arriver à se dépatouiller un petit peu dans tout ça, dans les annexes 8, 10, les services de répétition, les cachets, le nombre d'heures, tout le jargon qui va autour. Et c'est vrai qu'en plus, ça change très régulièrement. Oui, Donc on va quand même préciser que cet enregistrement, on le fait à la date du 7 septembre 2017, oui, que ce qu'on va dire, eh ben, il y a des grandes chances que ça change, tout à fait. qu'il faut toujours essayer le plus possible de se mettre à jour. Dernièrement, il y a eu une nouvelle convention UNEDIC qui a été faite, et il y a quand même pas mal de choses qui ont changé Oui. au niveau du statut. Est-ce que tu peux nous en parler d'une manière assez générale quand même pour pas trop perdre nos auditeurs? Alors, comme vous le disiez bien, en fait, ce qui est passionnant dans ce secteur, c'est le changement. Donc, il ne faut pas être réfractaire au changement. Donc, c'est ce qui est intéressant. Il y a des challenges tous les jours et tout change souvent. Mais alors, à ce jour, donc, vous savez que depuis le mois d'avril, le 28 avril 2016, il y a une nouvelle convention entre les partenaires sociaux, c'est les représentants de l'ensemble des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle. Donc, il y a eu une modification sur les règlements de l'indemnisation des intermittents du spectacle, c'est-à-dire à savoir les ouvriers, techniciens et artistes. Alors, à ces jours, qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc, on va faire simple, hein, comme tu le dis bien. Donc, à ce jour, on cherche 507 heures de travail au titre des annexes 8 et 10 au cours d'une période de référence de 365 jours qui précède la fin d'un contrat de travail. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour être intermittent, il faut avoir fait 507 heures de travail en tant que technicien ou ouvrier du spectacle ou bien en tant qu'artiste pendant 12 mois, pour faire simple. C'est quoi l'annexe 8 et l'annexe 10? Alors, l'annexe 8 et 10, en fait, c'est des termes techniques, bien sûr. Alors, l'annexe 8 et 10, ça concerne les techniciens du spectacle vivant, en fait. Les techniciens, les ouvriers, tous ceux qui font ça, plus l'administratif, ce sont des techniciens, on les appelle l'annexe 8. Et l'annexe 10, ce sont les artistes. Donc, c'est ce qui fait la différence. D'accord. Voilà. Ok. Et tu disais donc qu'il faut avoir 507 heures, mais le truc c'est qu'on parle souvent en cachets. Oui, On nous dit on va avoir des cachets, mais il y a 507 oui. heures. Tu peux nous préciser un petit peu ça? Alors, les cachets, ça consiste à 12 heures par jour, c'est-à-dire 12 heures par jour, ça correspond à une représentation de spectacle. Donc, c'est ce qu'on appelle cachet. C'est seulement pour les artistes. Par contre, les techniciens se déclarent ou les techniciens, ce sont des heures. Je m'explique et puis réglementairement, je vais dire en fait, le nombre de cachets pris en compte est limité à 28 par exemple pour un artiste. Donc, quel que soit le nombre de cachets que vous faites par mois, on retiendra 28 pour le calcul de vos droits d'intermittence. Pour les techniciens, donc les techniciens ne sont pas payés en cachet mais en heures, le nombre d'heures par mois est limité à 208 heures par mois civil. Et on peut aller jusqu'à 260 heures pour les techniciens à partir du moment où ils ont plusieurs employeurs. Je ne sais pas si j'ai été clair, c'est compliqué à décrire comme ça, mais c'est de savoir que quand on dit cachet, c'est 12 heures et c'est pour les artistes. Quant aux techniciens, c'est en heures. Donc, pour revenir sur les cachets, avant vous entendiez parler de cachets groupés. Donc, depuis le mois d'avril, avec la nouvelle convention, il n'y a plus de cachets groupés. Donc, avant, les cachets groupés revenaient à 8 heures par cachet. Si vous faites à partir de 5 cachets,
Donc, on mettait donc des cachets groupés, c'est-à-dire ça revenait 8 heures au lieu de 12 heures. Maintenant, même si vous faites 10 cachets chez un même employeur de façon continue, on prend quand même 12 heures au lieu de 8 heures. Il n'y a plus de cachets groupés. D'accord, mais ça reste donc ça compte toujours 12 12 heures heures par et cachet. c'est 12 heures, c'est 12 heures, c'est 12 heures, c'est 12 heures, donc ce nombre de cachets il faut atteindre 507 heures 507 heures, sur. si vous voulez, théoriquement, ça correspond autour de 42 à 43 cachets par an. Si vous divisez 507 par 12, vous verrez, voilà, c'est le nombre de cachets qu'il faut donc pour renouveler. Il peut arriver parfois qu'on note les répétitions en heures. Donc, il peut arriver que quelqu'un fasse un cachet plus quelques heures. Donc, quand tu as 4 heures de répétition, bien sûr, ça n'atteint pas un cachet, mais donc ça fait 4 heures de travail. Parce qu'on parle souvent de service de répétition. Oui, parce que ce qui se passe quand c'est de la répétition, c'est pas la représentation elle-même, donc voilà, c'est basique. Mais en même temps, quand il y a répétition et qu'il n'y a pas de spectacle, donc ça veut dire que c'est autre chose. Donc l'idée, c'est que quand il y a une répétition, derrière, qu'il y ait un cachet. Donc ces heures-là sont assimilées pour le calcul d'intermittence. Quand tu fais 4 heures de répétition et tu fais un cachet derrière, ça te fait 4 heures plus un cachet de 12 heures. Et on peut faire plusieurs services de répétition dans la même journée? Alors, c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que c'est de la logique aussi. C'est le service d'indemnisation qui le valide. On vérifie juste la cohérence. En fait, tu as une répétition, tu as un spectacle, donc oui, c'est logique. Mais je peux pas concrètement te dire s'il y a plusieurs possibilités de faire des cachets, plusieurs heures de répète par jour, parce qu'il y a la réglementation aussi. D'accord. Et elle dit quoi à ce jour, la réglementation? Bah, la réglementation, c'est juste qu'en fait, elle est basique, elle te limite pas, mais elle te dit que si tu fais un certain nombre de répétitions, un certain nombre d'heures de répétition, plus un spectacle derrière, on prend ces heures-là pour les assimiler. Donc, pour la limitation, si j'ai des réponses, je peux revenir vers toi, mais pour le moment, j'ai pas un nombre limite de répétitions. Généralement, c'est autour de 4 heures, hein, c'est autour de ça, 4 heures. Ça dépend, les employeurs, souvent, ils le déclarent autour de 4 heures, et il y en a qui le déclarent pas, et souvent, c'est des conflits entre l'employeur et les artistes. D'accord. Et quand on est dans une phase de création, justement, quand on est en train de lancer son spectacle, euh, et que du coup, on n'a pas forcément une représentation qui est programmée derrière, étant donné que le spectacle n'est pas forcément encore créé. Comment ça se passe au niveau des répétitions? Alors, les heures de répétition ne sont assimilées que quand il y a un spectacle derrière, en fait. Donc, comment est-ce que un producteur il peut salarier des artistes qui sont en création? Euh, Concrètement, je peux me renseigner ça aussi avec le service entreprise, mais nous, les BABA, c'est de dire que si l'employeur décide de payer les heures de répétition et qu'il y a un spectacle derrière, ça pose aucun problème. Ok. Comment ça se passe la première intégration au régime? Alors, prenons la chose la plus simple. Imaginons que vous étiez boulanger, que vous avez commencé à travailler à côté en tant que comédienne, ça commence à prendre forme. Donc, généralement, les gens, ils prennent rendez-vous avec nous pour voir le dossier, faire un point, parce que pour que la réponse soit personnalisée, il faut avoir un dossier. Sinon, en fait, la règle, elle est valable pour tout le monde. À partir du moment où vous avez fait 507 heures pendant 12 mois en tant que comédien, vous avez les justificatifs, vous avez tout déclaré, ça pose aucun problème, vous devenez automatiquement intermittent du spectacle. En fait, devenir intermittent du spectacle, en gros, si vous voulez, c'est un régime d'allocation chômage. C'est si vous avez suffisamment cotisé, on vous paye, et la nature de ces allocations, ça s'appelle donc le régime d'intermittent du spectacle. C'est pas forcément un statut. Quand vous êtes comédien, vous êtes musicien, vous êtes technicien, c'est en fonction des heures que vous avez cotisé qu'on vous ouvre des droits, et c'est ça qui s'appelle l'intermittence. C'est pas parce que vous êtes comédien. Quand vous êtes comédien, c'est votre métier. Donc, en fait, souvent, tu sais, il y a une confusion. On a l'impression qu'à partir du moment où j'ai fait un cachet, je suis intermittent. Vous êtes intermittent quand vous êtes indemnisé parce que vous avez suffisamment cotisé dans le secteur artistique. C'est ça. Donc, la première fois, en fait, souvent, ce qui se passe, on reçoit beaucoup de gens qui sont sortis de l'école, qui ont commencé à bosser. Donc, certains ne s'inscrivent même pas au Pôle emploi avant d'avoir fait le nombre d'heures. En fait, à partir du moment où
les personnes pensent avoir fait le nombre d'aide, ils viennent souvent se renseigner. Donc à ce moment-là, on vérifie le dossier et puis on dit ce qu'il faut et les démarches qu'il faut faire et on leur donne le contact de Pôle emploi Service parce que c'est Pôle emploi Service qui traite les dossiers d'intermittents du spectacle depuis 2015. Donc nous, on a accès à votre dossier, on peut vous renseigner, mais c'est eux qui valident le dossier. De ce fait, on préfère parfois aussi vous orienter auprès d'eux pour qu'ils répondent à vos questions pratico-pratiques parce que c'est eux qui calculent vos droits. On est bien d'accord, c'est bien un statut, c'est bien un régime d'indemnisation dans lequel il faut être au chômage. Je rebondis sur une question en fait qui a été posée par une des auditrices, qui était en fait pourquoi est-ce qu'on peut pas travailler plus de 50 heures par an et bénéficier dans le régime général et pouvoir avoir le statut. C'est-à-dire que quand on est dans le moment où on est en train de lancer le statut, est-ce qu'on peut travailler au régime général d'un côté, faire des cachets de l'autre? Est-ce qu'on va être pris en compte dans notre statut si on travaille à côté pendant cette période de lancement? Alors, voilà, ma question. ce que je vais dire, en fait, pour avoir des droits ouverts en intermittent, il faut avoir fait les 507 heures et rien n'empêche qui que ce soit de travailler en régime général. En régime général, pour avoir les droits ouverts, il faut avoir fait 610 heures. Donc, ce qui va se passer, en fait, vous savez, l'assurance chômage, c'est une assurance. En fait, qu'est-ce que fait Pôle emploi? En fait, chaque fois que vous avez perdu un emploi ou que vous ne travaillez pas, il vérifie si vous avez rempli les conditions pour qu'on vous ouvre les droits. Et naturellement, on ne se préoccupe pas de la nature de ces droits-là. Donc, ce qui se passe, en fait, il y a plein de gens qui travaillent en régime général, qui sont intermittents, qui travaillent en régime général, ça n'empêche pas. À partir du moment où vous avez les 507 heures et que vous n'avez pas suffisamment d'heures pour ouvrir des droits, donc en régime général, ça peut être qu'en intermittence. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est que parfois aussi, il peut arriver que vous n'avez pas suffisamment d'heures en régime général, pas suffisamment d'heures en intermittence. Si on rassemble les deux, on peut vous ouvrir des droits à régime général. Ça s'appelle une clause de sauvegarde. Donc, expliquer comme ça par interview, c'est hyper compliqué et ça fait peur aux gens. Donc, ce qu'on peut dire, vous pouvez travailler à régime général et en intermittence, il n'y a pas de souci. Et il n'y a pas un nombre d'heures limite. Le seul risque, c'est si vous avez beaucoup travaillé à régime général et que vous êtes en fin de contrat, on va calculer vos heures et ouvrir un régime général. Et ça, l'idéal serait que la personne qui pose cette question, qu'elle contacte Pôle emploi Service avec son identifiant Pôle emploi, on vérifie bien son dossier, on vérifie où il en est, parce que c'est ça aussi. Beaucoup d'intermittents disent qu'il ne faut pas travailler en régime général, c'est pas vrai, on peut travailler en régime général. Seulement, en fait, c'est en fonction du nombre d'heures que vous avez cotisé qu'on calcule vos droits. Et c'est là, soit en intermittent, soit en régime général. Mais ça n'empêche à personne de travailler en régime général. D'accord. Donc c'est une légende en fait de dire que on n'a pas le droit de travailler plus de 50 heures dans l'année. Plus de 50 heures, j'ai pas vu ça dans les textes, j'ai pas tout lu, je connais pas tout, mais non, tu peux travailler. En fait, on a des comédiennes qui sont serveuses, on a des techniciens qui sont intérimaires, il y a aucun souci. Donc voilà, c'est juste de voir un conseiller ou de voir le dossier de la personne. C'est ça qui est pertinent. D'accord. On va parler un petit peu jargon parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de termes quand on va lire les courriers que Pôle emploi nous envoie, quand les intermittents ils discutent entre eux aussi, on peut essayer de donner des définitions, comme par exemple l'ARE. Qu'est-ce que l'ARE? Alors ARE, c'est aide au retour à l'emploi. Donc quand vous avez cotisé en tant que demandeur d'emploi, vous perdez votre emploi. Si vous avez rempli les conditions pour qu'il y ait une ouverture de droit, on vous ouvre des droits pour vous aider jusqu'à votre retour à l'emploi. Donc, ça s'appelle ARE. Ça, c'est le nom des allocations chômage. Voilà, donc, quand on est intermittent du spectacle, on est bien d'accord, on est des chômeurs professionnels. Voilà. Et puis, de toute façon, être intermittent du spectacle, c'est être inscrit comme demandeur d'emploi. Ouais, c'est ça, en fait. L'aide au retour à l'emploi peut devenir AREF, c'est-à-dire quand vous êtes en formation, c'est aide au retour à l'emploi formation. C'est pour cela qu'on remplit un document avec Pôle emploi qui dit que vous êtes en formation pour que les droits, que vous continuez de toucher vos droits, ça ne change rien, mais le nom de l'aide change parce que vous changez de catégorie. Ok. Qu'est-ce que c'est une AEM? Une AEM, c'est une attestation employeur mensuelle. Et si vous faites un CDD, à la fin du CDD, vous avez ce qu'on appelle les attestations ACDIC, l'attestation employeur.
Par contre, pour l'intermittent, vu que c'est pas un long CDD, c'est des CDD d'usage, il a chaque mois une attestation employeur mensuelle. Maintenant, vous pouvez le voir à partir de votre espace personnel dans la rubrique mon suivi d'inscription, mais mon passé professionnel. Toutes les AEM qui ont été mises par l'employeur sont visibles là. Vous pourrez voir le nombre d'heures ou le nombre de cachets que l'employeur a déclaré. Ça, c'est Et c'est intéressant. important, c'est très important de préciser que de bien suivre justement ce calendrier, puisque désormais, quand on a quand on est en train de renouveler, il n'y a plus besoin d'envoyer justement comme avant les AEM, c'est bien ça? En fait, enfin, ça dépend des cas. En fait, il y a plus de dossiers à remplir. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'un mois avant la fin de vos droits, vous recevrez un courrier qui vous dira que voilà, votre date d'anniversaire arrive. S'il manque des AM qui n'ont pas été mises par l'employeur, on va vous demander de les justifier. Souvent, vous les avez. Donc, vous les renvoyez par mail et puis c'est bon. On vérifie juste s'il manque des choses. On vous le réclame, sinon ça se fait automatiquement. C'est pour cela aussi qu'il est pertinent d'aller sur son espace personnel, vérifier s'il manque des AM. Comme ça, ça vous permet d'anticiper avec l'employeur, le relancer et dire, ah, tu as oublié de déclarer tel mois ou telle date, et puis comme ça, c'est fait. D'accord. Et pareil, dans un peu les termes, on parle de salaire de référence. Quand vous travaillez, on va se référer au nombre d'heures que vous avez fait en travaillant, au nombre de salaires que vous avez touché. Et aussi, il y a une partie fixe pour calculer vos droits d'intermittence. Donc, je reprends. Donc, il y a le nombre d'heures que vous avez fait, le salaire, l'ensemble de salaires que vous avez touché, et puis une partie fixe. Quand on dit salaire de référence, c'est en fonction du salaire que vous avez touché, en fait, en travaillant. Donc, c'est ça. Ce qui est important à savoir, en fait, quand vous travaillez, vous avez cotisé, vous avez fait le nombre d'heures, on se réfère à tout ça, plus une partie fixe qui est réglementaire de Pôle emploi pour calculer vos droits. Et en fonction de votre situation, on peut voir s'il y a donc une période de carence de 7 jours. En fonction de vos congés payés, parce que voilà, vous avez des congés, on va voir combien de jours on déduit, c'est-à-dire si est-ce que vos congés, c'est-à-dire vos franchises congés payés correspondent à 10% de vos jours travaillés. 10% de vos jours travaillés par an correspondent à votre franchise congés payés. Si ces jours sont inférieurs ou égaux à 24 jours, on va chaque mois déduire des jours de l'ensemble de votre jour d'indemnisation. Et si c'est supérieur à 24 jours, on va déduire 3 jours. Donc ça, c'est hyper technique. C'est pour ça, comme je vous expliquais au début, en fait, quand on entre dans l'explication de droit d'intermittence, c'est des choses qui finissent jamais, quoi. Donc, parfois aussi, on peut mal expliquer parce que c'est cohérent pour nous et que ça peut être mal compris ou mal interprété. C'est pour cela, nous, on est hyper prudent aussi quand on donne ces heures de renseignement. On préfère que la personne soit en face de nous physiquement, on regarde son dossier, on répond. Mais pour finir cette partie, je te dirais aussi, c'est que quand on calcule vos droits, on vous envoie un courrier. Dans ces courriers, tout est expliqué. C'est-à-dire comment on a fait pour ouvrir vos droits, jusqu'où on est allé rechercher les heures, quel est le montant du salaire qu'on a utilisé. Donc, vous verrez là le salaire de référence. Tout est indiqué. C'est de juste lire le courrier. Tout est là. Tout est indiqué pour que la personne elle comprenne. Certes, c'est technique, Oui. mais c'est transparent. C'est clair, il faut bien les garder. Alors, si on les reçoit pas par la poste, c'est parce qu'ils sont disponibles dans notre espace personnel. On a fait un bon petit tour en tout cas du régime. On pourrait aller plus loin, toujours et encore. Souvent, la question qu'on se pose justement quand on cherche à être sous le régime de l'intermittence ou que on l'est, on focalise beaucoup sur ces questions-là, parce que c'est quand même c'est complexe, on maîtrise pas. Sauf que je suppose que Pôle emploi, c'est pas juste nous donner des informations concernant une indemnisation. Pôle emploi, c'est à la fois cette indemnisation, mais c'est aussi votre accompagnement professionnel. Si vous souhaitez faire une reconversion professionnelle, si vous souhaitez faire une formation, si vous souhaitez participer à des prestations, ou quel que soit l'accompagnement que vous voulez, Pôle emploi est là pour ça. Donc, c'est important aussi de dire qu'il n'y a pas que les indemnisations, il n'y a pas que l'intermittence. Et donc, c'est important aussi quand vous avez envie de faire une formation, quand vous avez envie de participer à des prestations que Pôle emploi organise, puisque nous, c'est une image, tout ce qu'on fait est orienté vers les artistes et les techniciens. Donc, on a tellement de prestations, tellement d'ateliers internes
que ce serait bien aussi de fois qu'on aborde ces questions-là parce que souvent les gens sont perdus. J'ai envie de faire cette formation, je ne sais pas comment faire, on m'a dit ci, on m'a dit ça. C'est important aussi de savoir qu'on est là pour vous accompagner dans vos démarches-là. Certes, on peut vous renseigner sur l'indemnisation, mais tout ce qui est projet professionnel, vous avez un entretien à faire, vous préparez Avignon, vous voulez faire, vous voulez changer de métier, quoi que vous voulez, on est là. On a des bases de données pour les professionnels du spectacle. On a des conseils personnalisés sur les outils de présentation, comment préparer un entretien, comment préparer un casting ou une audition, comment utiliser les outils Internet, les réseaux sociaux, comment on fait pour élaborer un projet de formation, de reconversion professionnelle, le conseil en évolution professionnelle. Il y a beaucoup de dispositifs qui sont là pour accompagner les gens. Donc c'est important aussi de fois qu'on en parle. Par exemple, on peut vous accompagner pour optimiser votre candidature. C'est-à-dire comment développer votre réseau professionnel, comment construire vos outils de communication, comment élaborer et développer votre stratégie digitale, Facebook, Twitter, votre site internet, comment préparer un casting. Tout ça, comment présenter votre projet sous forme de pitch en 2 minutes. Donc, il y a tellement de choses qu'on a qui est à la disposition des intermittents et ceux qui ont un projet. Donc, c'est important aussi de revenir sur ça. Je vous ai parlé, par exemple, d'une base de données qui s'appelle ISA. Donc, c'est un fichier national qui est à la disposition des recruteurs, qui augmente vos opportunités de rencontrer des professionnels en recherche de talent. Donc, si vous êtes comédien, vous êtes musicien, vous êtes même technicien, parce que c'est ouvert à tout le monde, vous pouvez créer votre bocal ligne. Donc, à travers cette base de données qui est ISA. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, il suffit de nous contacter. On peut vous inscrire, que vous soyez intermittent ou pas. Tant que vous êtes technicien ou vous êtes artiste, on peut vous inscrire. On peut accéder à tout de la même manière. Nos prestations sont accessibles. Il suffit de nous contacter. Donc, nos prestations sont accessibles. C'est ce que je vous expliquais. Donc, par exemple, cette base de données, fichier, c'est national. C'est national. Hein. C'est cinéma, audiovisuel. Voilà. C'est quelque chose qui est accessible, qui est national, ce qui est mis en place par Pôle emploi. Tous ceux qui ont accès sont habilités. Donc, il n'y a pas de crainte. C'est des directeurs de casting, des boîtes de production. Quand ils cherchent quelqu'un, ils vont aller sur cette base de données, chercher le profil. Donc, la seule manière d'être visible, c'est d'être inscrit. À tout ce qui est justement les nouvelles de Pôle emploi, tout ça, est-ce qu'on peut les recevoir par email, par exemple, quand vous organisez une formation ou une information, une journée d'information sur tel point ou tel point, comment est-ce qu'on peut savoir qu'il y a ça qui existe en fait? Il faut se rendre à chaque fois sur le site ou il y a une mailing qui peut être envoyée, on peut s'inscrire, on peut... Alors nous, ce qu'on fait, en fait, on envoie un mail à tout le monde. À partir du moment où vous avez consenti de recevoir le mail de Pôle emploi, sachant qu'on ne fait jamais de publicité. Chaque fois qu'on vous envoie un mail, c'est un mail qui vous concerne. Je vous ai expliqué qu'on a fait une préparation d'Avignon, on fait des rencontres avec l'AFDAS, on fait des rencontres avec Audience, vous voyez, on fait des rencontres avec la DRAC, on fait des rencontres avec des professionnels pour faire un retour. Par exemple, on a fait sur la voix off, on a fait des retours avec Maggie Aimé sur la danse, sur beaucoup de choses. Donc, c'est de juste savoir qu'à partir du moment où vous avez consenti qu'on vous envoie de mail, chaque fois qu'il y a quelque chose, on vous prévient. On a la possibilité d'avoir toujours la même personne qui puisse suivre notre parcours professionnel plus d'une manière un peu plus humaine que juste un fichier avec des cachets ou un parcours professionnel. Alors, ce qui se passe, en fait, à partir du moment où vous êtes intermittent, en fait, on pense que les intermittents sont autonomes. Par contre, un intermittent qui souhaite avoir un conseiller, il suffit de le demander, vous avez un conseiller. Un intermittent qui souhaite avoir un rendez-vous, au début, il peut tomber sur un conseiller qui est en permanence. Donc, il suffit de dire à cette personne, j'ai envie d'avoir un conseiller de manière fixe. Voilà, moi personnellement, j'ai des intermittents qui sont en Auvergne, qui sont en Haute-Savoie. Je les accompagne depuis plus d'1 an. Parce que voilà, le lien s'est établi. Ils ont mon contact. À partir du moment où je suis leur conseiller, ils ont mon mail sur leur espace personnel. Ils peuvent m'écrire s'ils souhaitent un rendez-vous téléphonique ou par visioconférence. Ils peuvent me contacter s'ils veulent que
que je leur propose un rendez-vous physique, où ils ont vu une prestation qui les intéresse, ils peuvent m'écrire, dire ah j'ai vu telle chose, ça m'intéresse, merci de m'inscrire. Donc là, si vous voulez avoir un D'accord, donc en conseiller, fait, on c'est peut possible. Il n'y a aucun avoir problème. une personne qui soit un peu référente, mais il suffit quand même de le demander, de faire la démarche et de dire, bah voilà, je voudrais. À partir du moment où j'ai rencontré une personne, c'est Il bien de suffit, demander voilà. son nom, son prénom, enfin, demander son nom pour savoir à qui on s'adresse et de demander, une fois qu'on appelle le 3949, à avoir telle ou telle personne, en fait. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire, mais si vous faites un mail aussi, puisque nous traitons les mails, donc si vous souhaitez un conseiller, il suffit d'appeler le 3949. Je suis intermittent du spectacle, je souhaite avoir un conseiller à m'accompagner pour mon projet de formation. Ça, c'est des choses que nous traitons au quotidien, c'est ce que les gens font. Donc, une fois qu'on vous a contacté, déjà pour vous accompagner dans un projet, on vous propose déjà d'être votre conseiller parce que ça évite qu'on s'échange les dossiers tous les jours. Donc, c'est quelque chose qui est pratico-pratique. Maintenant, j'aurais plus envie de parler d'une peur qui est globale chez les personnes qui sont intermittents du spectacle. C'est la peur de la radiation. Donc, ce que je peux vous dire, à partir du moment où vous respectez ce qui est fait, ce qui est demandé par la loi, il n'y a pas de problème. Quand vous avez une compagnie, vous avez une structure, il faut juste pas être salarié de sa propre Pas être compagnie. C'est responsable. aussi Pas être simple que ça. responsable. On ne peut pas être on peut pas être employé et employeur de la même structure. Donc là, vous savez qu'il y a un petit conflit. Donc, à partir du moment où vous êtes intermittent, il faut juste pas que nous remarquons que vous avez les mêmes coordonnées, vous êtes président de la société, je sais pas, vous êtes trésorier et en même temps vous êtes employé. Là, il y a un souci, c'est pas que pour l'emploi, c'est du droit de travail. Donc ça ne nous regarde presque pas. Donc, c'est à vous de respecter ce qui est fait par la loi. Autre chose, perdre son statut. À partir du moment où vous avez travaillé, vous avez cotisé, on vous a ouvert le droit, il n'y a aucune raison de perdre son statut. Il y a des risques de ne pas renouveler si vous n'avez pas suffisamment cotisé. Ça, c'est ça. Donc, c'est autre chose. Mais on ressent effectivement cette peur, cette crainte du côté des intermittents. Mais Pôle emploi n'est pas là pour empêcher les gens d'être intermittents ou de les empêcher à renouveler. C'est une loi. Et Pôle emploi cherche tous les moyens à ouvrir des droits s'il y a lieu d'être. Donc, c'est de comprendre ça. C'est une assurance chômage. Et on comprend que les gens soient inquiets, il n'y a pas de souci, c'est de nous contacter, échanger, poser des questions concrètes en fonction de votre situation, en fonction de votre dossier, on va vous apporter une réponse personnalisée et c'est plus simple aussi que de parler de façon globale où on m'a dit, Oui, mais il en paraît que... pratique, Vous voyez ce que je veux dire? les études mandataires, donc c'est un courrier que vont recevoir les intermittents du spectacle, où à l'intérieur on va demander à l'intermittent de fournir des pièces justificatives par exemple, les statuts de l'association pour laquelle il travaille, ou qui va poser des questions sur les responsabilités que la personne a au sein de sa structure. Et c'est vrai que quand on crée Donc Pôle une emploi, activité, quand on se Pôle emploi, lance dans un projet, c'est super délicat on se sent aussi en même temps responsable en fait de son spectacle et on va dire on aurait tendance à dire oui, c'est moi qui achète mon maquillage, c'est moi qui vais faire ci, qui vais faire ça. Lorsqu'en disant ça, on exprime en fait qu'on est responsable de son activité et on rend les choses suspicieuses. Parce que voilà, la chose à bien comprendre, ce que vous disiez là, c'est le risque de gestion de fait, qui est quand on est voilà. intermittent du spectacle, on n'est pas auto-entrepreneur, on n'est pas responsable de sa propre activité, on est un salarié. Un salarié, être salarié, ça sous-entend la notion de subordination, c'est-à-dire qu'on a un chef. Ça va être le directeur de l'association. Donc, quand on va dire un peu pompeusement dire qu'on est le directeur artistique de sa compagnie, on dit en fait qu'on est responsable. C'est bien ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est juste que Pôle emploi a un service de fraude. Voilà. Et vous savez que, voilà, on ne va pas entrer dans les détails, mais à partir du moment où vous respectez les règles, vous ne pouvez pas être employeur et employé utiliser ces heures pour l'intermittence. C'est aussi simple que ça, en fait. Donc, à partir du moment où il y a une association pour laquelle vous travaillez, vous ne devez pas apparaître en tant que responsable, en tant qu'employeur. En fait, c'est de la logique. Après, on comprend au niveau pratico-pratique, la personne dit oui, mais c'est moi qui ai à cette écharpe, c'est moi qui fais ça. Ok, mais en tout cas, ce qui est réglementaire, c'est ce qu'on dit nous.
Voilà. C'est quand vous avez une association, vous avez une structure. Donc, si vous travaillez pour cette structure, il y a un souci, il y a un conflit d'intérêts. Donc, voilà. Et tout contrat de travail nécessite une subordination. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est vous-même qui avez dit cette expression, insubordination. Donc, nous, on n'est pas là, enfin, Pôle emploi n'est pas là pour suspecter les gens ou faire quoi que ce soit. Pôle emploi, elle est là, il y a ce qui est réglementaire. Donc, quand les gens le respectent, ils le respectent. Quand ils ne le respectent pas, c'est autre Et en chose. sachant que c'est quand même très difficile de respecter ça dans son intégralité quand on lance une compagnie. Après, ça, c'est autre chose. Voilà, nous, on n'est pas, en fait, c'est pas. Si vous voulez, ça fait pas partie de mon travail concrètement parce que moi, je vous dis ce qui est réglementaire. Après, on n'est pas là pour débattre ou pour militer. Bon, c'est pas la question, elle n'est pas là. Quand quelque chose est réglementaire, c'est réglementaire. On ne peut rien en fait. C'est comme ça. C'est de respecter C'est en fait ce parfois qui est difficile réglementaire. quand on a d'un côté le conseil départemental qui va nous dire ben moi ce que je voudrais voir c'est pour pouvoir avoir des financements c'est le directeur artistique de la structure ou les responsables artistiques. Quand on a d'un autre côté des structures de production comme la Smart ou qui propose des contrats où on fait des contrats mais on va gérer nous-mêmes les informations qu'il va y avoir entre l'organisateur de l'événement, la structure de production et du coup il y a quand même un flou global où chacun a un peu ses œillères et Non, mais c'est l'intermittent surtout. l'artiste pardon Non. qui se lance dans son activité, il a un petit peu du mal à s'y retrouver et du coup, ça génère, à mon sens, hein, une peur. On a la peur de se retrouver avec une étude mandataire ou perdre son statut si on pose les mauvaises questions auprès de Pôle emploi qui nous accompagne d'un côté et qui en même temps peut nous réprimer. D'un autre côté, avec le conseil départemental, d'un autre côté avec nos boîtes de production, avec les organisateurs. Et c'est vrai que il y a globalement, moi c'est le sentiment que j'ai quand j'accompagne des structures et des intermittents, une peur globale dans tout ça quoi. Après, bon, si je reprends ce que vous dites, Pôle emploi n'est pas là pour réprimander les gens. En fait, ce qu'il faut, c'est juste, vous avez vous avez un projet, vous voulez créer quelque chose, c'est de demander un rendez-vous avec un conseiller. Il vous reçoit, vous lui posez des questions concrètes et cette personne vous répond. Quelqu'un, un comédien ou un danseur qui a eu des problèmes personnels, qui a eu des soucis de santé, qui a envie de faire un autre métier, et si cette personne bénéficie d'un accompagnement et pour aller chercher notre métier qui lui convient, pour vivre, pour reprendre goût à l'activité professionnelle. Et quand nous, on finance une formation, quand on aide les gens à découvrir des métiers, à faire des immersions, quand on aide les gens, on paye les frais de déplacement pour aller faire des entretiens, des castings ou des concours. Tu vois, en fait, c'est bien qu'on parle de ça aussi parce que malheureusement, les gens se bloquent sur l'indemnisation, l'intermittence. Ça ne se résume pas ça à Pôle emploi. Pôle emploi, c'est avoir un accompagnement personnalisé. Pôle emploi, aujourd'hui, on calcule vos droits très rapidement. Dès que vous êtes inscrit, on calcule vos droits parfois avant même que vous ayez rencontré votre conseiller. Pôle emploi, aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire vous-même sur pôle emploi.fr. Vous pouvez reporter vos rendez-vous, avoir accès à vos courriers sur Internet, avoir accès aux offres d'emploi partout, être inscrit sur des bases de données, bénéficier d'un financement de formation, bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Là, si par exemple vous êtes disponible, on a une prestation, je vais vous dire ça, on a une prestation le 27 septembre, en fait, ici, c'est réussir son casting, c'est sur Pôle emploi, c'est une image. On a le 16 et 17 octobre à Clermont-Ferrand, c'est une prestation pitcher pour réussir, c'est apprendre à pitcher, c'est-à-dire présenter son projet, vendre son projet à des partenaires, Oui. à des mécénats pendant 2 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on organise des choses sur Lyon, mais aussi dans les autres départements. Donc, des fois, nous, on a envie qu'on parle de ça, parce que les cachets, c'est angoissant, c'est anxiogène, donc c'est bien, mais quand vous travaillez, il n'y a pas de souci. Mais pour travailler aussi, il faut avoir des outils. Il faut être prédisposé à vendre son projet. Il faut rencontrer des professionnels. Donc, préparer son casting, par exemple, ça vous permet de travailler devant la caméra, d'avoir un retour avec une boîte de communication qui est professionnelle, qui vous explique vos points forts,
Voilà, on a la semaine de l'emploi qui arrive bientôt, c'est autour de l'image, c'est le 5 octobre. C'est autour de l'image. On a un photographe professionnel. On a une coach sur l'image de soi qui vous explique en fonction de vos formes, en fonction des couleurs, la colorimétrie, donc qui vous explique tout ça. On a un photographe professionnel pour les comédiens qui vous explique comment prendre des photos, qui vous prend des photos sur place. Imaginons que vous êtes une comédienne, vous n'avez pas les moyens de payer un photographe professionnel. Là, le jour de la semaine de l'emploi, le 5 octobre, à la maison des associations à la Croix-Rousse, vous pouvez venir, un photographe vous prend des photos, il vous les donne sur une clé USB. Pôle emploi, si vous résumez tout aux allocations et aux trucs, c'est ce qui fait que c'est parfois une image un peu biaisée. Sauf qu'il faut voir l'accompagnement de la personne, l'accompagnement du demandeur d'emploi, les prestations qui sont personnalisées dans le secteur artistique, c'est un secteur qui est particulier. Donc, c'est de voir tout ce qu'on met en œuvre pour que les demandeurs d'emploi aient un accompagnement qui correspond à leur métier, à leur secteur d'activité. Le pôle, entre l'ANPE et les ACDI qui font que maintenant c'est Pôle emploi, mais du coup ça a simplifié certaines choses, mais d'un autre côté ça a mis un peu du flou dans les missions. C'est quoi les formations que vous avez, vous, justement, au niveau de Pôle emploi pour être conseiller des intermittents? Vous avez, est-ce qu'au sein de Pôle emploi, il y a une formation spécifique? Il y a une formation. À partir du moment où vous intégrez Pôle emploi, vous avez une formation que vous suivez pour devenir conseiller. Et voilà, il y a une formation. Donc, on est aussi dans un secteur où la connaissance du secteur nécessite. Donc, comme je vous ai expliqué, alors on n'est pas là pour parler de moi. Donc, je viens aussi du secteur artistique et culturel, donc c'est ce qui fait que je sais de quoi je vous parle quand je vous parle d'un contrat aidé ou de la production, ou voilà, je sais de quoi je parle. Donc souvent, ceux qui sont dans cette agence aussi, ils sont du secteur artistique et ils connaissent le secteur. Voilà. Très bien, très bien. Donc, sachant que vous, quand même, vous êtes conseiller Pôle emploi, mais vous êtes professeur de sociologie, que vous avez fait l'université Pierre Mendès France à Grenoble et que vous avez un master 2 en sociaux, avec l'option art, culture et médiation technique. Du coup, vous avez une formation auprès de Pôle emploi sur la spécificité des intermittents du spectacle. Donc, les gens qu'on appelle quand on appelle Pôle emploi sont pas forcément des inconnus qui ont été mis des incompétents qui ont été mis dans la case intermittent du spectacle parce qu'il en faut, quoi. On est bien d'accord. Non, ça n'a rien à voir. Ceux qui sont là déjà, c'est des gens qui sont passionnés par leur métier et qui sont passionnés par la culture, hein. Donc, comme vous avez vu bien sûr mon parcours, donc j'ai fait le conseiller général de l'Isère en tant que chargé de production, j'ai fait Grenoble Jazz Festival, et sur Lyon, j'ai fait des choses aussi en annexe, hein, dans l'enseignement artistique. J'ai enseigné à l'IESA. C'est une des grandes écoles qui formait les chargés de production, de diffusion sur Lyon. Donc, même si je travaille pas professionnellement dans le secteur, je garde un pied, soit par du bénévolat, par l'association, tout ça. Mais en fait, tous ceux qui sont dans ce pôle emploi, c'est des gens qui connaissent très bien le secteur, qui ont du vécu et du passé dans le secteur. Donc, en plus de ça aussi, ils ont la formation d'un conseiller pôle emploi, et aussi ils sont disponibles. C'est pas des gens qui sont là pour être là, donc loin de là. D'accord. Et si vous aviez un conseil à donner à un artiste qui se lance, qu'est-ce que vous lui donnerez comme conseil? Je lui dirais de bien développer son réseau, d'être en contact avec le pôle emploi Seine et Images, parce qu'il y a tout le temps des choses qui sont mises en place qui permettent d'optimiser ce que vous savez faire, qui vous permet de rencontrer du monde, donc qui élargit aussi votre champ d'activité, parce que chaque fois qu'il y a un atelier, vous rencontrez des professionnels. Donc quand il y a une prestation, par exemple la prestation réussir son casting, donc ou faire son pitch, c'est intéressant pour quelqu'un qui se lance, savoir vendre son projet. Savoir rencontrer du monde, connaître où se trouvent les informations, connaître les bonnes démarches, même si ça change, mais connaître les bonnes démarches et avoir la bonne information. Merci pour le temps en tout cas que tu as pu nous donner, et puis j'espère à bientôt. À très bientôt, et puis comme j'expliquais aussi, il y a notre contact, donc il faut venir vers nous contacter pour les questions précises, et puis voilà, voilà, après, si tu as fini d'enregistrer, voilà, on peut échanger 2-3 hors enregistrement si tu veux, il n'y a pas de souci. Merci à toi en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette émission ?
Eh bien, les conseillers Pôle emploi ne sont pas forcément des bras cassés, mais des gens qui aiment leur métier, qui se battent au sein d'une institution complexe pour aider comme ils le peuvent les intermittents à vivre de leur métier. Pôle emploi peut nous apporter des choses dans notre professionnalisation, mais c'est à nous d'aller chercher les infos. C'est à nous de créer nos opportunités de formation, d'accompagnement. Si nous nous tenons à les contacter uniquement pour des questions juridiques, nous passons à côté de services qui pourraient nous permettre de mieux communiquer nos activités. Pôle emploi est à la fois accompagnateur et aussi celui qui va nous sanctionner. L'étude mandataire, la perte du statut, c'est une perte réelle et présente. Je prépare actuellement un dossier qui a pour vocation, à travers une étude de cas concrète et réelle, de vous aider à répondre correctement à une étude mandataire, de vous aider à démêler ce qui peut être dit, ce qui peut être fait ou pas, de répondre correctement aux questions qui vous seront posées, d'aborder en pratique comment se définit un lien de subordination et qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ce dossier, lorsqu'il sera prêt, sera envoyé exclusivement à tous les membres de mon blog. Alors, je vous invite à vous inscrire sur le site www.monsieur-m.fr. Et bien sûr, si vous avez trouvé cette émission intéressante, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à faire connaître.